Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode 302 aujourd'hui avec une fin de semaine et une semaine écoulée où la chaleur est très importante. Donc je vous invite à vous rapprocher d'un épisode enregistré il y a maintenant de cela 2 ans avec Fabrice Kuhn où nous abordions la nécessité de s'acclimater à la chaleur avec un petit peu de prudence, mais on peut quand même continuer à courir sous des fortes températures comme ce que notre pays traverse depuis quelques jours et ça va durer encore la semaine prochaine. Aujourd'hui, un épisode pour débuter la course à pied. Vous souhaitez vous remettre à courir ou tout simplement vous mettre à la course à pied, mais vous ne savez pas par où commencer. Et peut-être que j'aurais aimé avoir cet épisode il y a 20 ans de cela quand j'ai commencé et débuté mes premières foulées du côté d'Orléans. C'était une découverte pour moi que cette activité physique avec la course à pied. Vous avez peut-être peur de vous faire mal, d'être jugé, de ne pas tenir dans la durée. Alors dans cette capsule, l'œil du coach avec Bruno, nous vous donnons toutes les clés pour démarrer la course à pied sans blessure, sans découragement, mais surtout avec beaucoup de plaisir. Nous allons vous parler de progressivité, d'alternance de course-marche, de motivation, mais également d'une forme de bienveillance envers vous-même. Car non, vous n'avez pas forcément besoin de courir un marathon, ni d'avoir la dernière montre ou la dernière paire de chaussures pour être légitime. Au programme, nous aborderons les erreurs fréquentes que l'on peut commettre quand on débute cette activité, comment construire vos premières séances de running, pourquoi la marche n'est pas significative de l'échec et Bruno troquera sa méthode champenoise et son trépied de la performance pour les 5 P du coach. Progressivité, plaisir, patience, persévérance et personnalisation. Cet épisode est donc 100% pratique, motivant mais également utile. Alors que vous soyez débutant ou que vous accompagnez quelqu'un qui se lance, il vous sera d'une grande aide. N'oubliez pas de vous abonner au podcast À côté de mes pompes pour recevoir chaque semaine vos conseils running, vos interviews et une bonne dose de motivation. 5 conseils pour débuter la course à pied, c'est une capsule L'œil du coach avec Bruno, je vous laisse en profiter sans plus attendre et si vous souhaitez partager cet épisode à vos proches qui peut-être voudront se lancer mais n'osent pas le faire encore. Et je vous souhaite bien évidemment une très belle écoute. Bonjour Bruno, je suis encore très satisfait de pouvoir te retrouver pour une nouvelle capsule L'œil du coach aujourd'hui. Alors, on a parlé dans ces capsules de comment déterminer une allure marathon, comment préparer un 100 km. Et bien là, on va repartir vraiment à zéro. Comment on va pouvoir débuter la course à pied, Bruno, quand on n'a aucune expérience, quand on part vraiment là de zéro? Alors, est-ce que tu as déjà eu ce profil de coureur dans tes accompagnements et quelle va être ta méthodologie pour les accompagner et gagner finalement en autonomie sur la course à pied, mais aussi prendre du plaisir? Comment on fait? Comment on fait? C'est une bonne question. On essaye, je dirais. Alors moi, dans les gens qui s'adressent à moi pour les programmes d'entraînement, je n'ai pas ce type de personnes qui bien généralement vont chercher sur les réseaux maintenant des conseils ou écoutent les amis autour d'eux. Tout le monde passe par une phase comme ça où on va pas forcément s'adresser à un entraîneur professionnel, ou on n'ose pas d'ailleurs, on pense qu'on n'est pas légitime pour s'adresser à un entraîneur professionnel, ce qui n'est absolument pas vrai. Mais je rencontre souvent ce type de situation dans les entreprises où j'étais le week-end dernier à Troyes où il y avait un challenge d'entreprise et donc là oui, on a dans une entreprise, on a beaucoup de profils différents, dont des gens qui n'ont jamais pratiqué et qui saisissent l'opportunité de ce challenge d'entreprise pour se lancer. Donc moi le premier mot, alors je trouve que c'est bien parce que déjà, je pense qu'il faut commencer par encourager tous ces gens-là. Notre cerveau, il aime pas le changement, on n'aime pas le changement, et pourtant le changement est super bénéfique pour un être humain. Mais se lancer comme ça dans l'activité physique,
je trouve que c'est bénéfique sur le plan physique, mais c'est aussi bénéfique pour notre cerveau, enfin pour plein de choses. Donc, faut vraiment encourager les gens qui nous écoutent à se lancer et à ne pas se dire qu'ils n'en sont pas capables. Le corps humain, je le répète sans cesse, est capable de choses extraordinaires. Vous êtes loin de vous imaginer ce que vous êtes capable de faire. Donc, mais par contre, pour y arriver, et j'arrive enfin à répondre à ta question, Seb, pour moi, le principe de base, c'est la progressivité. Voilà, on n'a jamais couru, on va pas se mettre à faire 10 km du jour au lendemain. Il y en a qui sont capables de le faire. Ça pose aucun souci, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'idée, c'est quand même de tenir dans le temps, je dirais aussi bien à court terme qu'à long terme. On peut courir un 10 km comme ça au pied levé, mais peut-être qu'on va avoir des courbatures pendant 4 jours. Et donc du coup, peut-être que du coup, on va s'arrêter de courir parce qu'on va penser que c'est pas fait pour soi. Ou on peut très vite progresser et ensuite se blesser. Donc progressivité, ça c'est le principe de base. On va partir de ce qu'on sait faire. Et puis on va y aller très progressivement. On n'a jamais fait d'activité physique, pourquoi pas prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, descendre du bus une station avant, ou une station de métro également. Voilà, aller chercher son pain plutôt en marchant que de garer la voiture devant la boulangerie. Voilà, tout ce qui va permettre de mettre le corps en mouvement. Si le corps n'est jamais en mouvement, sera bénéfique et sera bon. Donc une fois encore, on peut pas généraliser. Tout dépend du niveau de départ. Mais ce qui est général, c'est d'y aller progressivement. Si on est en capacité de courir 1 kilomètre, on va en courir 2, puis en courir 3. Si on n'est pas en capacité de courir 1 kilomètre, on va alterner course-marche pendant 1 kilomètre. Il faut vraiment faire correspondre le type d'exercice au niveau physique qu'on a. Il y a des gens qui sont en surpoids, il y a des gens qui ont des difficultés respiratoires. Donc, on peut pas donner comme ça des recettes toutes faites puisque l'exercice le plus efficace va dépendre vraiment du contexte de la personne et de son niveau et de ses aptitudes physiques. Comme tu le disais, Bruno, beaucoup de personnes n'osent pas. Il y a peut-être cette peur du jugement, le fait que quelqu'un dise je suis parti courir, j'ai fait 1 kilomètre, j'ai fait de l'alternance course-marche. On est souvent à l'écoute de ces remarques, et même moi dans le groupe d'entraînement que j'accompagne le mercredi, les gens me disent mais oui, mais j'osais pas venir, je pensais pas que c'était accessible pour tout le monde. Et en fait, ils se rendent vite compte au bout de quelques séances qu'ils progressent, qu'ils sont capables de faire toujours un petit peu plus. Comme tu l'as dit, chacun à leur niveau, parce qu'on part pas avec les mêmes prédispositions physiques entre quelqu'un qui a déjà un passif peut-être de sport collectif, ce qui est souvent le cas, on passe du sport co et on passe ensuite à la course à pied. D'autres viennent vraiment de zéro, n'ont jamais commencé à courir et ils n'osent pas, et il y a cette peur vraiment, ce regard que les gens vont pouvoir porter parce que il y a les réseaux, il y a des jugements qui peuvent être portés. Est-ce que tu as déjà eu toi aussi écho, peut-être dans les entreprises ou dans des sportifs que tu as accompagnés, de ce type de message? Oui, complètement. Mais je dirais que les gens se font des idées. Moi, je trouve, parce que ce sport, je le connais bien, je trouve, et c'est pas le cas forcément dans d'autres sports que j'ai pratiqués, je ne les citerai pas pour ne pas être désagréable. Je trouve qu'en course à pied, et je l'ai encore vécu ce week-end au semi-marathon de Troyes, 5000 coureurs au départ, la limite chronométrique, moi j'étais sur la ligne d'arrivée, à la fin je faisais l'animation au micro, et j'ai posé la question au juge arbitre en lui disant mais la limite c'est quoi là, on en est à 2h40 de cours, et des gens continuaient d'arriver. 2h45 sur un marathon, 2h45 la limite, 1h30 sur le 10 km, donc ça c'est la révolution. C'est la révolution de la course à pied. Oui. Ça n'existait pas avant. 6 heures sur marathon, c'est des choses qui n'existaient pas. Voilà, on n'autorisait pas les gens à faire ça. Donc des niveaux de pratique complètement différents. Ça s'est gagné en moins de 30 minutes au 10 km. Ça a approché les 1 heure au semi-marathon. Mais il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance. Moi, j'ai fait du sport de haut niveau. J'ai pratiqué, j'ai côtoyé des sportifs de haut niveau. Quand je vais sur la Coulée Verte à Reims et que je croise des gens qui débutent, parce qu'on le voit tout de suite, je suis admiratif. C'est tellement plus facile de rester dans son fauteuil que là, on se met en danger, on se met en difficulté, on accepte le regard des autres. Et s'il y a une chose que les gens qui nous écoutent doivent retenir, c'est qu'il y a beaucoup
de bienveillance. Il n'y a pas de jugement. Je connais pas un coureur à pied qui va se moquer d'un autre coureur à pied parce qu'il est gros, parce qu'il est lent, parce qu'il est mal habillé. Ça n'existe pas. Maintenant, on est 14 millions de pratiquants. Peut-être qu'il y en a, mais ça n'existe quasiment pas. Donc, oubliez vos freins, oubliez votre ce côté un peu voilà de se dire on va me juger, on va trouver que je suis nul. Non, celui qui est nul. Alors c'est peut-être pas sympa de dire ça, mais en tout cas c'est pas nul de se lancer. C'est plus nul de rester devant dans son canapé et à regarder la télé en se trouvant toutes les excuses possibles pour ne pas y aller. Alors moi, ce que je mettais dans ces points justement pour démarrer du bon pied, c'est justement de ne pas vouloir se comparer aux autres. Quelles peuvent être les bonnes intentions pour se mettre à courir? Parce que tu parlais de progressivité, moi je voyais également de la régularité, courir longtemps à la fois sur la durée, mais également sur le temps, ce qui est le titre de ton 3e ouvrage, Bruno. Comment on va pouvoir mettre ces bonnes intentions dans une pratique pour qu'elles soient pérennes? Alors, bien souvent, même si c'est un sujet un peu difficile à aborder, très souvent, les gens courent pour des raisons qui ne sont pas des raisons de je vais prendre du plaisir à courir parce que ça va m'épanouir. Souvent, les gens qui ne courent pas se disent mais comment on peut prendre du plaisir à courir? C'est quoi ces espèces de dingues là qui s'astreignent à faire de telles choses parce qu'on pense que courir, il y a pas de plaisir. Donc la première des choses à faire, et ça c'est quelque chose qui doit être dans toute activité humaine, c'est d'avoir du plaisir. On ne peut pas courir longtemps dans la vie, dans les années et sur une épreuve si on ne prend pas de plaisir. Je vois pas comment c'est possible. L'être humain ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'il soit récompensé, il faut qu'il y ait du plaisir. Donc le maître mot après la progressivité, c'est de dire aux gens, prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Et souvent, le plaisir passe par une course lente, voire même très très lente. Les gens me disent, mais attends, mais Bruno, mais si je ralentis, je vais marcher. Mais non, à 7 km/h, tu marches pas. Même à 6, tu marches pas. Donc voilà, c'est très lent peut-être, mais en tout cas, c'est de la course. Et les impacts bénéfiques qu'on peut avoir, puisque les gens font quand même de l'activité physique au début pour avoir des impacts bénéfiques, perdre du poids, avoir un squelette plus solide, parce qu'on leur a dit, bah là, attention madame, il y a de l'ostéoporose, etc., etc. Mais, donc les bénéfices, des chocs générés par la course à pied sur le squelette, par exemple, et notamment pour toutes ces femmes qui peuvent être atteintes d'ostéoporose, on l'obtient en courant, on l'obtient pas en marchant. Mais si la personne a un surpoids très important, ben, il va falloir alterner course, marche, et donner du sens. Voilà, Seb, t'es prof, j'ai été prof longtemps, on sait que donner du sens aux apprentissages, expliquer aux gens pourquoi ils font les choses, va les aider à continuer et à pratiquer. Moi, je dis toujours aux personnes qui courent pour perdre du poids, plus vous courrez lentement, plus vous utiliserez vos lipides, vos graisses comme carburant. Plus vous irez vite, moins vous utiliserez vos glucides. Donc vous êtes dans un cercle vicieux. Vous êtes dans le cercle vertueux quand vous courez très doucement. Et si on explique aux gens qu'en courant doucement, ils vont plutôt utiliser les graisses, même si on peut aussi courir vite et utiliser les graisses, mais c'est pas le sujet. Je dis ça pour ceux qui voudraient dire oui, mais il est un peu caricatural dans ce qu'il explique. N'empêche que quelqu'un qui débute, qui est en surpoids, on va lui demander de courir lentement pour utiliser ses graisses comme substrat énergétique. Et donc c'est le double bénéfice. Non seulement vous forcez pas, mais en plus vous allez aller dans le sens de ce que vous cherchez. Sauf que c'est complètement contre-intuitif. Les gens qui se mettent à courir forcent. Ils forcent parce qu'ils ont l'impression que s'ils forcent pas, ça sert à rien. Donc voilà, donner du sens, expliquer, et puis je pense qu'on aura plus de chances que la pratique se poursuive et continue. Alors c'était exactement mon message, c'est ces personnes qui sortent d'une séance d'entraînement, même quand elles débutent, et qui ne sont pas fatiguées, qui n'ont peut-être pas suffisamment transpiré. Tu l'as dit, c'est pas toujours plus fort, toujours plus vite. Il faut savoir également se modérer. Et je voyais également derrière cela la volonté peut-être de se fixer des objectifs qui soient réalistes. Dans nos clubs, dans nos groupes, on voit parfois des gens qui débutent et qui très rapidement ont cette volonté d'aller accrocher un dossard sur des grandes distances, au-delà du semi-marathon, parce que aujourd'hui on fait la promotion de ces grandes courses et les marathons de printemps nous ont montré qu'il y avait quand même un bel engouement sur toutes ces compétitions.
Je sais pas ce que tu en penses, Bruno, en tant qu'encadrant, en tant qu'entraîneur, de ne peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs et de vouloir absolument aller chercher une grande compétition, un marathon, même si tu l'as dit, il y a des gens qui débutent, ça va être leur première course. Est-ce qu'ils seront à même de continuer à courir derrière? Est-ce que tu as eu ce genre de profil? Oui, mais bien sûr, et encore plus là maintenant avec les réseaux sociaux, avec toutes ces applications qui font que les gens passent leur temps à regarder ce que font les autres et à se comparer et à oublier en fait qui ils sont eux-mêmes. Hein. Enfin, je vais pas faire de la philosophie à deux balles, mais je crois qu'on est dans un monde de plus en plus où on se compare, on se regarde, et puis on finit par oublier, par s'oublier soi-même, mais par oublier où sont les priorités. Donc, comme tu disais, Seb, aller dans un groupe comme celui que tu encadres, c'est hyper motivant parce que bah voilà, on sait qu'on va retrouver les copains, on sait qu'on va avoir de la motivation, on sait qu'on va passer un bon moment, mais voilà, ne surtout pas se comparer, ne surtout pas vouloir faire ce que fait l'autre, et puis avancer pas à pas à sa vitesse. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de faire comprendre ça aux gens parce que c'est hyper injuste. La course à pied, c'est quand même un sport. La plupart des sports sont quand même très injustes parce qu'on a à la base des qualités que tout le monde n'a pas, que voilà, on est tous différents et on va regarder l'autre qui a fumé toute sa vie et a eu une vie qui n'était pas forcément une vie sportive et qui au bout de 3 mois fait un semi-marathon, et puis nous ou un autre, on va être là à faire beaucoup d'efforts et puis à avancer beaucoup moins vite. Ben, c'est pas grave, on est tous différents et il faut essayer d'avancer à sa propre vitesse. Et pour y arriver, faut vraiment, je pense que ça c'est une des clés, c'est d'être bienveillant. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de bienveillance dans les pelotons. Voilà, je suis sûr que dans ton groupe, c'est hyper bienveillant. Mais je pense que les gens oublient d'être bienveillants envers soi-même. C'est hyper important pour garder la motivation de se... Alors, bien sûr, le coach ou le groupe va féliciter, mais de se féliciter soi-même. Et ça, c'est le côté sympa des applications, je trouve. C'est que ça permet de... Nous, on avait un carnet d'entraînement, on notait sur un stylo et parce qu'on était motivé, mais la plupart des gens notaient pas ce qu'ils faisaient et on oublie et on se rappelle plus que ah bah oui tiens en fait il y a 6 mois j'arrivais même pas à faire le 10e de ça. Donc ça c'est l'avantage des réseaux et des applications, c'est qu'on peut mesurer ses progrès. Donc il faut être bienveillant envers soi-même, faut se féliciter de réussir, voilà, faut se dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait 2 kilomètres, maintenant j'en fais 3, maintenant j'en fais 4. Oui, bah l'autre à côté il en fait 10, mais c'est pas grave, moi je progresse et je m'améliore, et ça c'est un moteur très très important de se féliciter et de se faire du bien et de s'encourager aussi soi-même. Autre point, parce que c'est quand même important d'avoir un petit peu de matériel pour commencer la course à pied, on élimine tout de suite les chaussures carbone, les montres Phoenix avec un altimètre barométrique à 800, 900 000 euros. Qu'est-ce qu'on a besoin, Bruno, vraiment pour courir au démarrage, quand on n'est pas expert, quand on veut vraiment se lancer dans cette pratique de la course à pied? Alors ça me fait rire ce que tu me dis parce que justement je reviens, hein, c'est vraiment tout frais, c'était hier, l'animation sur le SMI, je l'ai fait avec 2 autres animateurs professionnels. Moi je suis pas professionnel de l'animation, et il y avait Patrick Montel, et donc on voyait passer ces coureurs, et il me disait alors Bruno, regarde, t'as vu avec quoi ils courent, est-ce que tu penses que c'est bien utile pour tous ces gens-là de courir avec des pompes carbone à 250 balles? et voilà, donc Patrick alors on lui fait un petit coucou, j'espère qu'il nous écoute, mais voilà, Patrick qui a vu l'évolution de la course à pied se rend bien compte que oui, il y a des excès de ce côté-là, et que ma réponse a été de lui dire bah non, 90% et peut-être même 95% des coureurs n'ont pas besoin de chaussures carbone. D'abord, elles coûtent cher, ensuite elles sont vite usées, et puis elles ne sont d'aucune utilité pour les coureurs qui courent en dessous de vitesse. Alors, on a coutume de dire entre 15 16 km/h, ça je sais pas, je suis pas un spécialiste de la biomécanique, mais oui, la plupart des gens n'ont pas besoin de chaussures à 250 euros. Néanmoins, c'est mieux quand même d'aller dans un magasin spécialisé et de prendre une paire de chaussures adaptées à sa pratique, parce qu'on est tous différents. Quelle marque tu me recommandes, Bruno? Je sais pas, il n'y a pas de marque. Va dans un magasin spécialisé, regarde, demande au vendeur de te regarder courir ou de regarder ta morphologie, et la personne, si elle est compétente et professionnelle, va te proposer
telle marque ou telle marque ou telle marque, peu importe, mais le modèle qui est approprié à ta façon de courir, à ton pied, à ton poids, à ta posture. Oui, donc ça c'est très important, mais on n'est pas obligé de lâcher 3 ou 4 billets de 100 pour s'équiper. En termes de programmation, qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre au menu d'une personne qui débute son activité en course à pied? Est-ce qu'on est sur une séance, 2 séances, 3 séances? Et qu'est-ce que l'on va mettre à l'intérieur? Uniquement cette course lente au programme, ou est-ce qu'on peut varier, apporter un petit peu de choses diverses sur un entraînement, là pour éliminer finalement ce côté ennui, monotonie, et pour que les gens prennent quand même un petit peu de plaisir? Alors, est-ce qu'on parle de personnes qui n'ont jamais pratiqué? Alors, on partirait là vraiment sur zéro expérience en course à pied. D'accord. Alors, je reviens sur le fait qu'on est tous différents et que la progression va être différente en fonction des individus. Néanmoins, le début, c'est le même pour tout le monde. Moi, je recommande, la séance un peu clé que je propose, c'est de dire aux gens, voilà, vous allez courir à votre rythme, et dès que vous sentez un essoufflement important, marchez. Donc déjà, dès le début, on dédramatise, on arrête de faire croire ou de faire penser aux gens que courir, c'est forcément sans s'arrêter. Déjà, tout de suite, on pose les bases de alternance course-marche, de manière à ce que il n'y ait pas cette culpabilité de se mettre à marcher. Hein. On a tous croisé des gens au bout de leur vie qui sont tout rouges et qui soufflent et qui en peuvent plus. Et là, je me dis, mais quel dommage, quoi. Ils sont en train de faire une analogie entre course à pied et souffrance et torture. Donc, dès que vous sentez que vous êtes essoufflé, marchez. Par contre, ne marchez pas trop longtemps. Dès que vous avez récupéré votre souffle, vous courez à nouveau. Et sans savoir, ou sans regarder, sans chrono, on ne s'occupe pas de savoir si la personne a couru 15, si elle a couru 30, si elle a couru 40, peu importe. C'est pas un concours, mais on va lui proposer ça. Et l'autre avantage, c'est que au lieu d'être inféodé à une montre qui va lui dire bip tu cours, bip tu marches, bip tu cours, bip tu marches, la personne va tout de suite, immédiatement, on lui fait prendre les bonnes habitudes, elle va se centrer sur ses sensations, parce que forcément, l'essoufflement, elle va le ressentir, et inconsciemment, son cerveau, ses muscles vont se centrer sur elle, et non pas sur une montre ou sur quelqu'un qui lui donne des coups de sifflet. Et en fonction de ça, on fait une évaluation. Bah voilà, la course, elle dure pour toi 20 secondes, pour toi 40 secondes, pour toi 1 minute. Et progressivement, l'idée, c'est allonger tout doucement le temps de course, sans forcément allonger le temps de marche. Et aller comme ça de plus en plus vers un temps de course important, sans pour autant diminuer le temps de marche qui doit être un temps de récupération que seule la personne peut ressentir et peut calibrer. C'est elle qui ressent l'essoufflement ou pas. Et là, du coup, on construit quelque chose de solide parce que la connexion avec le corps, elle est totale. Et puis, très vite, tu le sais comme moi, Seb, hein, les progrès sont rapides en course à pied. Ça, c'est le côté vertueux de ce sport. C'est que très vite, on progresse et très vite, les temps de course vont s'augmenter. Et comme on a dit tout à l'heure que on essayait d'être bienveillant et de regarder ce qu'on faisait, puisque tu me disais qu'est-ce qui va être motivant, en fait c'est l'exercice qui est motivant, parce que d'une séance sur l'autre, la personne va voir qu'elle a couru 30 secondes, après elle a couru 40, après elle a couru 50, après elle a couru 1 minute. Donc la motivation au début, elle est facile à entretenir, parce que si l'exercice est bien construit, les progrès sont à chaque séance. Donc ça marche au niveau de la motivation, hein. D'ailleurs, souvent ce qui se passe en course à pied, je dirais pas qu'on peut faire n'importe quoi, mais qu'on va progresser, mais que la progression au début, elle est souvent fulgurante. Donc la motivation en course à pied, elle est souvent facile à entretenir, parce que ce sport a ça d'extraordinaire, c'est que le corps humain s'adapte et qu'on progresse à la vitesse qu'on veut. Alors tu le disais, hein, ça fait partie de cette construction, de cette bibliothèque de sensations auquel tu tiens, et je dirais que de ne pas être inféodé à cette montre, c'est aussi un premier pas vers la connaissance de ces différentes allures. Je connais la marche rapide, je connais le footing lent, je connais le footing un petit peu plus rapide, et on est passé par là, toi, sur une formation avec la FFA pour des néo-coureurs
de leur faire un test justement pour arriver à déterminer ces différentes allures sans avoir la montre. Alors ça me fait sourire parce que mercredi dernier, sur une des séances que j'ai réalisées avec le groupe, une des adhérentes, Delphine pour ne pas la citer, avait oublié sa montre. Certains lui ont dit mais comment tu vas faire, tu vas pas pouvoir courir, t'as pas programmé la séance. Bon, moi j'avais le sifflet et puis elle a très bien fait la séance en étant finalement à l'aise entre une alternance de footing rapide et de récupération lente. Donc on peut courir même si on n'a pas de montre. Faut pas non plus se laisser berner par ces outils qui peuvent parfois nous entraîner vers du contenu un petit peu trop rapide, un petit peu trop long. Comme tu l'as dit, sur une séance d'alternance course-marche, ça va peut-être pas durer longtemps sur la première séance, mais c'est pas grave. On se culpabilise pas avec une séance qui peut durer 15-20 minutes seulement. C'est ça, c'est ça. Par contre, on explique que puisque c'est une alternance course-marche à l'envie, on va quand même faire un minimum. Voilà, je dirais que pour moi, comme tu disais, 20 minutes c'est un minimum, 30 c'est bien. Voilà, on est des êtres humains, donc on a notre système horaire. Donc voilà, souvent, enfin moi le premier d'ailleurs, je vais courir 1 heure. Donc 30 minutes, entre 20 et 30 minutes pour une première séance, c'est bien. Avec une alternance course-marche, 30 minutes, n'importe qui est capable de le faire. Donc c'est un objectif qui est vraiment qui est vraiment très accessible. On a parlé aussi de fréquence. Alors au début, peut-être que tous les jours c'est beaucoup. Une fois encore, ça dépend de la disponibilité des gens, mais plus on va répéter un nombre de séances important dans la semaine, plus on va progresser. Donc il vaut mieux faire 3 fois 20 minutes qu'une seule fois 1 heure. Voilà, donc plus on va mettre de fréquence dans les entraînements, plus l'adaptation va se faire, plus on va respecter ce principe de progressivité, puisque le corps a le temps de s'adapter à chaque séance. Donc aussi dans la fréquence des séances, essayer de mettre de la répétition autant que possible. Alors ça me renvoie un petit peu à mon expérimentation de la course à pied. C'était en 2003, je sortais d'une blessure des ligaments croisés et j'ai peut-être couru 4-5 jours de suite jusqu'à ce que je sois avec 2 bonnes grosses douleurs sur les tibias qui m'a finalement stoppé pendant 3 semaines. Je pense que ça passe aussi par l'écoute des sensations, mais à distance des séances. Peut-être le lendemain se dire bon bah là ça tire un petit peu, je vais peut-être pas courir tout de suite et j'irai que demain en attendant qu'il y ait plus ces douleurs, mais peut-être de passer aussi au-dessus de ces douleurs. Tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui fait un 10 km, il a 4 jours de courbature, il court plus, bah ça fait partie du processus. Le corps s'adapte et ces adaptations, bah ça prend du temps. C'est ça. Elles sont parfois un peu douloureuses, donc faut trouver un juste équilibre. Voilà, entre l'adaptation qui va provoquer quelques petits désagréments et puis l'exercice trop intense qui lui justement va provoquer la blessure. Et une fois encore, on est tous différents. Certains sont capables de supporter des charges d'entraînement colossales et d'autres sont plus sensibles. Donc chacun avance à sa vitesse et chacun respecte les signaux d'alerte ou les signaux de douleur que le corps nous envoie. À partir de quel moment, Bruno, on peut dire que la course à pied fait partie de notre routine? Est-ce qu'il faut plus de 21 jours? Comme on dit souvent, les habitudes, c'est un ancrage sur 3 semaines pour que ce soit vraiment stable. Est-ce que là, ça va mettre un petit peu plus longtemps? Je pense que ça met un peu plus de temps que ça, parce que la notion de plaisir, elle va pas forcément arriver tout de suite, même si on est très progressif, même si on prend son temps. Faut quand même reconnaître que quand on débute l'activité physique, le plaisir, ce ressenti qu'on a nous, cette sensation un peu de, je suis allé courir ce matin, moi j'avais une impression de foulée perpétuelle, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je pourrais courir comme ça toute la journée. J'étais à l'écoute de mon corps, mais pas trop parce que mon corps je le pilote bien, mais j'étais surtout à l'écoute des sensations. Je regardais les gens qui couraient sur la voie verte en même temps que moi, je regardais le paysage. Donc ce plaisir qu'on a nous les pratiquants réguliers, on l'a pas au début, faut pas se mentir. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est aussi pour ça que parfois les gens au bout de 1, 2, 3 mois laissent tomber parce qu'ils n'ont pas trouvé justement ce plaisir. Et nous en tant qu'entraîneurs, on doit essayer de les orienter tout de suite vers cette notion de plaisir pour que tout de suite il y ait cette addiction qui est plutôt saine, selon moi, à l'activité physique. Bien souvent, ce qui va vider nos pelotons, nos groupes d'entraînement, c'est la météo. Il y a beaucoup de monde en septembre.
dès que les premières pluies, les précipitations, la météo, les températures qui baissent, il y a quand même des gens qui n'ont pas cette motivation aussi grande. Et je dirais que là, le groupe a cette importance parce qu'il y a un rendez-vous qui est donné, ce qu'on disait tout à l'heure. On va travailler ensemble, on part ensemble, on revient ensemble, et ça permet peut-être de contrer un petit peu cette baisse de motivation qui peut arriver avec les conditions météo qui sont beaucoup moins favorables. Ouais, ça c'est vraiment l'effet positif du groupe. L'hiver, quand il pleut, quand il fait nuit et qu'on sait qu'on va retrouver les copains, oui, forcément la motivation elle est beaucoup plus importante. Et c'est aussi le secret de la réussite des groupes d'entraînement, c'est que ça entretient vraiment une motivation, ça crée du lien social, donc c'est très positif. Moi, ce que je dis à ces personnes, c'est qu'elles peuvent oser franchir la porte d'un groupe d'entraînement. L'accueil sera de toute façon bienveillant, et quel que soit finalement le niveau, comme je travaille autant, donc que quelqu'un court 30 secondes, vite ou pas vite, tout le monde va faire la même dose de travail. Et puis, si la personne veut faire 10 fractions au lieu de 12 ou 14 ou 16, peu importe. De toute façon, on sera ensemble et on l'accompagnera jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas de ce côté sanction. Au contraire, je pense qu'il faut oser rejoindre un groupe d'entraînement qui soit à proximité de votre domicile, un club si possible, et pourquoi pas prendre quelqu'un comme toi, Bruno, pour accompagner là vraiment personnellement par rapport aux contraintes de chacun l'entraînement et le calibrer de façon à ce qu'on soit dans une progressivité relative. Ouais, c'est ça. Une fois encore, hein, chacun a son mode de fonctionnement. Il y en a certains qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la possibilité d'aller dans des groupes parce que les horaires, par définition, un entraînement de groupe, les horaires sont contraints. Donc oui, ça peut être une solution d'entretenir la motivation et d'avoir finalement pas cet effet de groupe, mais ce regard extérieur de l'entraîneur qui va dire c'est bien, c'est pas bien, tu l'as bien fait, tu l'as mal fait. Donc on va s'entraîner seul, mais on a quand même, on est jamais seul. Moi souvent les gens me disent j'entends tes conseils et t'es sur mon épaule, je t'emmène avec moi. Donc voilà, c'est pas aussi bien qu'un entraîneur qui est là sur place. Rien ne remplace la présence de l'entraîneur, mais ça peut être une source de motivation pour ceux qui n'ont pas cette possibilité de s'entraîner en groupe. À partir de quel moment une personne qui viendrait à débuter va pouvoir peut-être s'orienter vers un objectif type dossard ou course officielle ? Moi, je crois qu'il faut essayer de fixer des objectifs assez rapidement parce que c'est motivant d'avoir un objectif, même s'il est très lointain, même si on pense qu'on va pas l'atteindre. Alors là, l'évolution récente, c'est l'apparition des 5 kilomètres. Ça, je trouve ça génial parce que ça permet justement de permettre aux gens de se lancer sur une compétition sans se dire c'est inaccessible, parce que nous, on a tendance à banaliser les choses. 10 kilomètres, on fait ça tous les jours, facilement, mais pour beaucoup, 10 kilomètres, ça reste encore quelque chose pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué l'activité physique, ça reste quelque chose qui est difficilement accessible. Donc, je crois que fixer un objectif, même si c'est à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça peut être justement une source de motivation. Et puis, on va expliquer que on va prendre notre temps, on va construire des bases, et puis une fois sur ces bases, on va pouvoir poser, une fois qu'on aura fait les fondations, on va pouvoir poser la construction d'un programme d'entraînement sur quelque chose de solide. Moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter à se fixer des objectifs de dossard en fonction de là où on va se situer géographiquement, pas le plus rapidement possible, mais dès que la personne en émet le besoin, on éprouve le besoin. Et je trouve que c'est aussi important d'inciter ces personnes qui débutent à se lancer sur une compétition officielle, et là aussi de ne pas être dans la comparaison, de ne pas se dire je suis pas légitime à m'aligner sur une ligne de départ. Au contraire, et moi je l'ai vécu à quelques reprises là sur les derniers mois en accompagnant pour de premiers dossards certaines personnes de mon groupe, et je trouve que c'est très enrichissant de les accompagner, d'être dans cette construction d'un objectif. Parce que fondamentalement, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Où se placer, dans quel sas, à quel niveau je vais prendre mon ravitaillement, comment je m'échauffe. Et il y a toute cette pédagogie à apporter également dans tout ce qui va être en amont d'une compétition. Et je trouve que il y a beaucoup à apprendre. Et c'est aussi enrichissant, je dirais, qu'une course que je peux faire pour moi avec mon propre objectif chronométrique. Ouais, certainement. Et puis la grande force de la course à pied, pourquoi ce sport est en train de connaître un succès incroyable, c'est que justement l'accès à la compétition est facilité
par le fonctionnement de la course à pied telle qu'elle existe. Si on veut faire une compétition de badminton, si on veut faire une compétition de judo, enfin, je donne ces sports-là, mais je pourrais en donner bien d'autres. Il faut passer par des étapes qui sont assez contraignantes. Il faut un niveau de pratique, il faut un club. Là, du jour au lendemain, en bas de chez soi, on a une course quasiment à tous les coups, et on peut courir, à 3 dimanches, 2h45 au semi-marathon. Ça permet à tout le monde de pouvoir, sans complexe, prendre le départ et pas se dire c'est trop élevé pour moi. Beaucoup de sports sont inaccessibles parce que le niveau de recrutement et le niveau de compétition est trop élevé. Et ça, c'est la force de la course à pied, c'est qu'elle permet à quasiment tout le monde de pouvoir envisager d'accrocher un dossard. Et ça, c'est très motivant. Bruno, pour conclure cette capsule, est-ce qu'on peut résumer les prérequis pour partir du bon pied dans cette activité qui est le running? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, et est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour éviter de rencontrer quelques erreurs, quelques écueils? On pourrait les appeler les 5 P. J'avais parlé de progressivité. Donc ça, c'est le premier. Le plaisir, je pense que ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Progressivité dans l'exercice, prendre du plaisir. Après, on a dit qu'il fallait pas vouloir brûler les étapes, donc la patience, ça c'est aussi très important. On peut pas y arriver sans être persévérant, parce que c'est la persévérance qui va nous permettre de grimper tous les échelons. Et puis après, le petit supplément, si c'est possible, c'est la personnalisation, c'est d'avoir un programme qui soit vraiment adapté et construit en fonction de ses capacités propres. Donc progressivité, patience, plaisir, persévérance. Il y a peut-être d'autres P qu'on peut trouver, mais voilà, je pense que ces cinq notions-là, elles commencent toutes par la même lettre, et du coup c'est facile à retenir. Je pense que c'est un guide qui permet d'être sur les bons rails pour se lancer dans l'activité physique. Donc après le trépied de la performance, tu me sors une autre punchline avec les 5 P. Et ça, tu me l'avais pas dit. Donc là, je le découvre aujourd'hui. C'est ça. Pour une fois, les choses ne vont pas par 3, elles vont par 5. En tout cas, merci Bruno pour cette capsule L'œil du coach. Si des personnes veulent faire appel à toi pour du suivi, on remettra les liens dans les notes de l'épisode, et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter via les réseaux, parce que comme tu l'as dit, autour de ce podcast, autour de ces capsules, il y a effectivement beaucoup de bienveillance. Exactement, faut pas hésiter. On l'a dit tout au long de cette capsule, la bienveillance, c'est un peu ce qui caractérise notre pratique et aussi notre façon à nous d'entraîner. Donc n'hésitez pas, venez à notre rencontre, on sera toujours ravis de répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Merci Bruno, et pour les auditeurs, mettez-vous à la course à pied, enfilez vos baskets, et on vous retrouve dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'était une capsule L'œil du coach avec Bruno, et je vous souhaite une très belle semaine. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!